C'était le 15 octobre. Une jeune femme de 25 ans est décédée d'une méningite aiguë. Ses proches estiment qu'elle a été prise en charge bien trop tard, alors que plusieurs appels au secours ont été passés. Appels au 15, au 18. Aucun médecin, ni du SMUR, ni du SDIS 34, ça s'est passé à Montpellier. Aucune ambulance pendant plusieurs heures, témoigne une amie de la jeune femme. On lui répondait, les amis de la jeune femme, qui s'inquiétaient, appelaient donc les secours et on leur répondait calmez-vous, mettez de l'eau chaude sur sa main, elle fait une crise d'angoisse, ne vous inquiétez pas. Elle souffrait, la jeune femme de 25 ans souffrait d'une forte fièvre, de vomissements. Finalement, les amis l'ont conduite à l'hôpital, puis à l'hôpital Saint-Roch, la clinique Saint-Roch, polyclinique Saint-Roch à Montpellier. Ensuite, elle a été transférée au CHU de Montpellier. Pendant 2 heures, les médecins ont essayé de la sauver. Rien n'y fait, elle est morte d'une méningite aiguë. Elle a été mal prise en charge, notamment par le SAMU. Nous sommes avec le professeur Louis Soula, vice-président de SAMU Urgences de France. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, une enquête est ouverte. Je ne vais pas, évidemment, tirer des conclusions hâtives. Une enquête a été ouverte par le parquet de Montpellier. La méningite, c'est une pathologie qui terrifie les SAMU parce qu'elle est difficile à diagnostiquer, c'est cela ? Alors, elle est difficile à diagnostiquer au tout début et surtout, il y a différentes formes. Et dans le groupe des méningites, on inclut les méningites virales qui sont les plus fréquentes et sans gravité. Et un autre groupe beaucoup plus virulent, c'est les méningites bactériennes, dont notamment les méningites dues aux méningocoques et aux pneumocoques, qui celles-là nécessitent une prise en charge urgente. Et c'est un petit groupe par rapport à l'ensemble des méningites qui ont pourtant les mêmes symptômes à la phase initiale. Je dis bien à la phase initiale. Oui, la phase initiale, les symptômes, fièvre, vomissement, diarrhée, courbature. Et maux de tête très souvent. Et donc, c'est les symptômes que présentait cette patiente au tout début. Et c'est comme cela que ça a été analysé lors de la première prise d'appel par le premier médecin régulateur. Par le premier médecin régulateur. Parce que quand j'appelle le SAMU, sur qui je tombe? Alors, quand vous faites le 15, le numéro d'urgence pour tout problème de santé, c'est un assistant de régulation médicale qui décroche en premier, qui doit localiser l'appel, identifier le niveau de gravité et orienter aujourd'hui, dans le cadre de nos organisations, ce qu'on appelle le SAMU-SAS, service d'accès aux soins, qui oriente l'appel soit vers un régulateur urgentiste, soit vers un médecin régulateur généraliste. Oui. Donc c'est le process et cet appel manifestement a été orienté au départ vers un médecin régulateur généraliste, mais c'est trop compliqué pour le public. Ce fonctionnement, c'est un médecin qui traite l'appel et qui évalue la situation à un moment T. Voilà, à un moment clé, c'est un médecin qui traite l'appel et qui évalue la situation. En l'occurrence, l'enquête dira ce qui s'est réellement passé, mais en l'occurrence, d'après toutes les informations, le médecin n'a pas vraiment bien analysé la situation. Alors effectivement, quand on fait de la régulation, c'est un acte médical. On recueille des symptômes pour faire des hypothèses diagnostiques et faire une analyse a posteriori, c'est malheureusement beaucoup plus facile et d'en tirer des conclusions un peu trop hâtives. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes en cours. À ce moment-là du premier appel, il a été fait le choix de proposer une visite d'un médecin à domicile pour éviter un recours systématique aux urgences. Et malheureusement, ça n'a pas été possible, et ça c'est un vrai problème, les visites à domicile, et donc le médecin a dû se rabattre vers une consultation à un cabinet en demandant à la personne de se déplacer. Oui, en demandant. Heureusement que des amis étaient auprès d'elle. Ils l'ont conduite à l'hôpital, à la polyclinique Saint-Roch. Là, elle a été transférée d'urgence au CHU de Montpellier. Ils n'ont pas pu la sauver. Alors là, ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a une évolution de 2-3 heures entre le premier appel et la décision de transport à la clinique. Avec les premiers éléments dont on a, je pense que le transport n'était plus adapté en voiture particulière au moment où ça a été décidé. Ben oui, mais aucune ambulance ne répondait. Il a bien fallu la transporter d'urgence. Il y a eu d'autres appels et dans nos pratiques de régulation qui ont évolué depuis une autre terrible affaire à Strasbourg. que la communauté des urgentistes Oreno Mortus à Strasbourg effectivement en 2018.
la répétition des appels doit toujours alerter à la fois les assistants de régulation médicaux et les médecins pour ajuster une décision quand, justement, par exemple, une Oui. personne dit ne pas pouvoir transporter, que la personne n'est pas transportable. Oui, professeur Soula, parce que plusieurs appels ont été passés. Est-ce que l'opérateur téléphonique aurait dû prendre la menace plus au sérieux? Le pouvait-il? Encore une fois, c'est la réécoute des banques qui va le dire. Oui, Ce que je peux dire, nous, dans nos pratiques, dans ce qu'on enseigne à nos futurs urgentistes, c'est que lorsqu'il y a répétition des appels et le ressenti oui. avec une angoisse très importante des accompagnants, ça doit être pris en compte et on doit souvent adapter. Et ce problème de ne pas pouvoir déplacer une personne, qui est très fréquent, hein, quand on nous dit je ne peux pas me déplacer, j'ai besoin d'un taxi, tout ça et tout, on essaye de le limiter aux vraies situations où il faut un transport, ambulance Oui. ou moyen sapeur-pompier pour le transporter. Après, il faut bien se remettre dans un contexte de méningite foudroyante, hein, qui manifestement a été Hmm. constaté lorsqu'il y a eu l'éruption. Ça évolue très 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 vite. Et quand la personne décrit d'autres symptômes qui ont été sous-évalués, on est dans un cycle inflammatoire et septique qui est très certainement déjà irréversible. Alors, je sais que vous avez créé des écoles de formation pour les assistants de régulation médicale avec un cursus sur 1 an et un diplôme, hein. Mais c'est un métier peu connu. Alors tout à fait, et ce genre d'affaires terribles hein, qui nous Oui, secouent, hein, soyez sûr que toute la communauté des urgentistes est, comment oui. dire, est très affectée par ce deuxième drame, parce qu'effectivement, depuis 2018, il y a eu des écoles qui forment des assistants de régulation médicaux en 1 an, un métier qui est mal connu, qui Hmm. est mal rémunéré et qui est un métier à très haute responsabilité et qui, en plus, vous le savez peut-être, on fait la promotion de l'appel au 15 avant de se rendre aux urgences, justement pour qu'on puisse avoir une évaluation Oui. et identifier les vraies urgences avant d'envoyer tout le monde aux urgences, pour ne Ouais. pas engorger nos services. Donc ça semble paradoxal pour ceux qui ont subi ce terrible drame. Oui, les SAMU qui traitent 35 millions d'appels par an, je le rappelle. Merci beaucoup, professeur. Merci. On suivra l'enquête, hein, parce que c'est terrible. Cette jeune femme de 25 ans, avec des symptômes, qui appelle, finalement, la communauté n'a pas pu la secourir. Elle est morte à 25 ans, juriste de profession à Montpellier, comme ça un soir d'octobre, le 15 octobre. Il est 7h47.